Donc nous voilà avec l'analyse de Quentin. On voit Quentin arriver, vous avez pu le voir sur l'autre vidéo. Alors le truc le plus flagrant avec Quentin, c'est bien sûr sa posture. Et puis ses bras. Regardez sa posture vraiment très arquée. Tac, comme ceci. Ce qui fait que il y a une bonne flexion de jambe, mais au niveau propulsion, ça va être limité. Parce que diminution de flexibilité dans ses hanches. Donc même chose, on va prendre ses angles de mesure à Quentin, peu importe le moment de la course. Hop, excusez. On veut voir ce fameux angle de 5 à 15 degrés en fonction de la vitesse. Là, on est à 9 degrés d'inclinaison vers l'avant, ce qui est parfait pour une course à la vitesse à laquelle il était. On continue avec les bras. On va prendre l'angulation du bras en arrière, 83 degrés, puis en avant. Et là, nous sommes à 90 degrés. Donc, habituellement, ce qu'on veut voir, même si les angles sont approximatifs, on voudrait que l'angle en avant soit légèrement plus petit. À chaque petite impulsion vers l'avant, le bras peut nous aider à aller plus loin. Donc les bras sont très importants, sauf que Quentin, lui, ne fait pas un mouvement de pendule au niveau de l'épaule, il se sert juste de tout son thorax. Donc un exercice qui peut lui être donné, c'est de lui montrer de courir sans les bras, donc les mains derrière le dos, et puis les mains finalement qui lui servent à courir. Parce que là, finalement, il tourne tout le thorax sans faire le mouvement de pendule du bras. Voilà. Et même chose de l'autre côté. Ses mains sont présentes, il y a des tensions, mais il n'y a pas de mouvement de pendule au niveau de l'épaule. Ensuite, on descend. À chaque impact, on ne veut pas avoir un mouvement denté et rétro. Surtout, en fait, on ne veut pas avoir cette rétroversion du bassin à chaque impact, à chaque mise en charge. Puis chez Quentin, il y a quand même ce léger mouvement-là. Donc il accentue encore plus sa posture à chaque fois qu'il s'écrase au sol. Donc il y a un affaissement supplémentaire à chaque fois qu'il touche. On continue à descendre. Appui du pied, genou. Il va la jambe en extension. On peut le mesurer. Coxo-fémoral, centre du genou et cheville. 160, un petit peu moins je pense quand même. Ok, on est à 170 degrés de flexion, 168, ce qui est correct, mais on pourrait avoir un petit peu moins d'angle, donc on pourrait dire à Quentin de venir atterrir un peu plus sous lui quand même. Puis on est sous le talon. On continue avec l'autre jambe, la jambe gauche, beaucoup plus de flexion dans le genou, plus sous le pied, sous le talon. On peut reprendre l'angle. Les angles ne sont pas nécessaires à chaque fois, c'est vraiment plus pour indication pour la personne aussi. Puis là, on le fait 170 degrés, ce qui est quand même plus autant que l'autre. Mais sur cette image, on a l'impression quand même qu'il a plus de flexion et puis surtout moins de, comment dire, au niveau des orteils, il y a moins de dorsiflexion. Si on reprend l'autre pied, donc la jambe droite, regardez, il y a plus de dorsiflexion de ce côté-là, même à l'impact au sol. Pareil, on peut le calculer, l'angle de dorsiflexion. Le talon, la chaussure et l'horizontale. On veut que ce soit en dessous. On reprend ça. On est quand même à un angle assez élevé, on veut en dessous de 20 degrés quand même. Puis on est à 23 chez Quentin. C'est léger, mais quand même, c'est présent. La dernière chose qu'on peut revérifier, c'est voir si sa tête est déjetée vers l'avant. Donc on prend le centre de l'épaule, le méa acoustique et la coxo-fémorale. Puis on s'aperçoit que non, il est pas mal quand même droit à ce niveau-là. On pourrait prendre cet angle-là à un autre moment. Donc à la pleine mise en charge, qui serait un bon
gauge de mesure. Mais on s'aperçoit qu'il est quand même... Il est quand même droit, Quentin. Pour ça, en tout cas. Voilà.